Il faut que ton morceau soit aussi riche que la vie peut l'être. Pour moi, un bon morceau, il faut qu'il soit drôle, il faut qu'il soit triste, il faut qu'il soit enivrant, il faut qu'il soit épique. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu plusieurs années en fait pour commencer à sortir de la musique. J'ai pas fait du son et commencé à drop dans les jours qui suivaient, tu vois. Je suis quand même dans des relations assez pudiques avec mes parents. Ma mère, elle écoute, mais je pense qu'elle est trop pudique quand même pour venir me parler de ces trucs-là. Après, je sais que ça l'émeut d'une manière ou d'une autre parce que de temps en temps, elle me glisse un petit truc, elle me dit « Mais pourquoi t'as dit ça là ?» Salut, je suis Sandra Gomez, chef de la rubrique musique chez Combini, passionnée par tous ceux qui font vivre cet art et en perpétuelle quête du son de demain. Vous écoutez Processus, votre nouveau podcast musique qui révèle les rouages qui ont amené les artistes invités jusqu'à moi. Au sommaire de cet épisode, on va retracer les débuts dans la musique de mon invité, le moment charnière de sa carrière, à quoi ressemble le quotidien d'un artiste, ses inspirations et quelques surprises au milieu. L'artiste que je reçois aujourd'hui est constamment dans mon top streaming de fin d'année et j'écoute pourtant beaucoup d'artistes. Il a la capacité de créer une musique particulièrement poignante tout en délivrant un rap nonchalant. Ses textes viennent vous frapper toujours à l'endroit où il faut et l'alliance du hip-hop et de l'électro dans laquelle il excelle fait que si on était encore en 2001, on parlerait sûrement de lui comme d'un rappeur alternatif. Heureusement, on est bien en 2025 et on va explorer l'univers d'un artiste qui va marquer son époque. Salut Gênes, comment ça va ? Salut Sandra, ça va et toi ? Ça va très bien, je suis très contente de te recevoir. Moi aussi, bonne année. Bonne année à toi. Est-ce que tu es prêt à revenir sur tout le processus qui t'a amené jusqu'ici ? De ouf. Eh ben, let's go, on va commencer tout de suite avec ça. C'est pas la nouvelle littérature, je suis mort de rire, j'ai de nature. Alain Rabat, il est tout le temps là, le gueuche dans la cité de la pure. Je l'ai vu manger le ranger mastic. Je vois que ça fait la grimace déjà. Ouais, c'est dur, celui-là il est dur, celui-là il est un peu dur. Moi, c'est ça que je recherche aussi. Ouais. Donc pourquoi je te mets ce son ? Parce que c'est ce qui apparaît comme ton premier son posté sur les plateformes. C'est Alain Rabat, je préfère le dire parce que le titre est extraordinaire, donc déjà bravo pour ça, c'est au moins ça. Merci, à l'époque on était déjà dans les jeux de mots un peu et tout, ça nous faisait marrer d'appeler le morceau comme ça. En vrai de vrai, c'est pas le premier morceau que j'ai sorti sur les plateformes. Avant ça, il y a eu un petit freestyle qui s'appelait Visage et qui a sauté parce que j'ai arrêté de payer pour des problèmes contractuels, on va dire. Pour des problèmes contractuels, exactement, le truc par lequel je passais à l'époque pour poster du son. Et ce morceau, alors du coup, pourquoi la grimace ? T'as du mal à le réécouter aujourd'hui ? Ouais, j'ai un peu du mal à le réécouter, mais après, j'ai conscience aussi que c'est un morceau un peu storytelling, un peu, et je sais un peu qu'il y a des graines de ce qu'allait être ma musique plus tard dedans. Mais bon, la prod, j'ai du mal. Franchement, il y a une grosse évolution quand on écoute ce que tu fais aujourd'hui. C'est évident, mais de toute façon, c'est normal, tu vois. Bien sûr. Tu dois commencer quelque part. Et en vrai, moi, je connais... Les gens qui m'ont fait découvrir ta musique ont découvert ta musique avec ce morceau-là, en l'occurrence. C'est vrai ? Bien sûr. Mais non. Putain. Je t'en parlerai peut-être après. Ok, vas-y. Mais du coup, quand tu sors ce morceau-là, ça fait combien de temps que tu fais de la musique, justement ? Je crois que je sors en... Ça sort en quoi ? 2020 ? 2020, ouais. Ouais, 2020. 2020, ça fait 2 ans que je fais du son, je pense. J'ai commencé à peu près mi-2018, donc ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais du son. Ok. Et tu commences comment ? Je commence quand je rentre à la fac et que je re-rencontre Mehdi, qui était un ami d'enfance, mais avec qui on s'était un peu perdu, tu vois. Ouais. Et en fait, par hasard, on va à la même fac de cinéma, qui est Paris 3, la Sorbonne, tu vois. Ok. Et on se re-rencontre avec Mehdi, et Mehdi, à ce moment-là, il est en train de monter un petit studio, il a déjà des projets un peu artistiques, il est en train de monter il monte en gros un studio, quoi. Ouais, ok. Et du coup, moi, je m'agrège à ça un peu naturellement, parce que moi, il savait que je rappais, on se connaissait un peu par ça aussi, tu vois. Et du coup, je me mets à faire du son, à traîner en studio avec eux, à les suivre un peu partout où ils vont, Mehdi et son équipe de l'époque. Ok, et à ce moment-là, quand tu sors ce premier morceau, quelle vision t'as ? Est-ce que t'as déjà une vision un peu de carrière, ou est-ce qu'il y a un truc très instinctif, on balance, ou est-ce que t'as déjà un peu une vue sur ce qui va arriver derrière ? Bah, j'ai pas d'optique de carrière, mais j'étais pas non plus dans l'optique de on fait, on balance. Je savais qu'en fait, je savais déjà que j'avais besoin de temps. Et je pense que c'est un truc qui est toujours d'actualité. Moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de digérer les trucs. Ouais. Et donc, j'ai pas fait du son et commencé à drop dans les jours qui suivaient, tu vois. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu plusieurs années en fait pour commencer à sortir de la musique. Mais je suis pas du tout non plus dans une optique de carrière. À l'époque, j'ai 19 ans, je suis encore à la fac, tu vois. J'ai pas fini ma licence, tu vois. Donc
Donc non, pour l'instant... Ouais, tu lances ça, tu vois un peu ouais, je vois un peu comment ça se passe, ouais. Assez naturellement. Après, on était déjà dans une optique quand même de bosser sérieusement. Ok. On faisait pas les trucs par-dessus la jambe non plus. Et notamment Mehdi déjà avait une casquette de producteur qui commençait à se dessiner, tu vois. Ouais, il avait plus la vision peut-être à long terme. Oui, et il savait comment il voulait travailler un peu. Donc en fait, très rapidement, on a essayé d'être au maximum, mais tu vois, avec nos épaules d'adolescents, tu vois, ouais. On a essayé de faire les trucs bien quand même. Ok. Assez tôt. Et toi, avant ça, justement, tu commences, tu me dis du coup 2 ans avant, donc en 2018, dans quel environnement familial tu grandis? Est-ce qu'il y a de la musique autour de toi? Est-ce que c'était un environnement qui était propice justement à ce que tu te lances dans la musique? Ouais, bah déjà moi mes parents ils sont artistes les deux. Okay. Ma mère elle est cinéaste et prof de cinéma. Mon père il fait du cinéma aussi. Okay, et donc ouais, milieu artistique quand même. Tu vois. Okay. Et mon père il écoutait beaucoup de musique, notamment beaucoup de musique électronique. Okay. Du rap aussi. Ok, donc pas trop déconnant que tu. Non, c'était assez logique, hein, ça a choqué personne. Hein. Ça a choqué personne, c'est bien. On va faire un bond dans le temps et passer à un moment que moi je considère charnière dans ta carrière. On s'écoute ça et après je t'explique. Parfois je me dis que c'est gris la terre, parfois j'aimerais repeindre la terre, enlever le rouge pour le vert, don't know. Si on peut le faire ensemble c'est mieux, pour faire du vert il faut ton bleu, ouais j'ai du jaune et goûte la beuh, don't know. Donc c'est le morceau No R&B qui est présent sur l'EP Dog Day qui sort en juillet 2022. Ouais, tout à fait. Et c'est un morceau, je vais rentrer dans les chiffres directs. Sympa. C'est là vraiment on arrête le côté poétique et romantique, la vision de la musique sincère. Mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est un morceau qui a 5 millions d'écoutes. Ouais. Et j'adore ce morceau, je le trouve vraiment extraordinaire. Et encore plus, si je puis me permettre, le remix, mais ça c'est une autre question. Et je comprends totalement qu'il puisse marcher, mais on peut dire quand même que c'est pas des chiffres communs pour toi et encore moins à ce moment-là, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en fait, il y a une combinaison de plusieurs trucs à l'époque. C'est quand même Dog Day, c'est mon premier projet où il y a un peu de visibilité. À la sortie, il se passe quelque chose clairement qui se passait pas avant. Et tu le ressens comment ? C'est les médias qui parlent de toi ? Ouais, il commence à y avoir des médias, il commence à y avoir du public. À l'époque, je fais une sorte de jeu un peu pour faire gagner des CD. Ok. Et il y a beaucoup de gens qui répondent, qui sont chauds. D'ailleurs, il y en a beaucoup à qui j'ai pas réussi. Enfin bref, je me suis emmêlé les pinceaux d'ailleurs. T'as pas envoyé les CD ? S'il y en a ici à qui j'ai pas envoyé les CD Dog Day, envoyez-moi un message sur Instagram. On va régler ça, je suis désolé. C'est une dinguerie. Je vous en dois une. Ok. Et bref, il se passe tout ça et le projet prend un peu. Et notamment No R&B prend un peu aussi quand même. Okay. Prend un peu. Et à l'époque, du coup, ma distrib, il nous proposait une sorte de nouveau programme qui était un truc... réservé au label indé, qui permettait en fait de faire je sais pas comment dire, mais genre qui permettait de mettre en avant en fait certains morceaux, mais en fait pour que les morceaux marchent algorithmiquement, il fallait qu'ils marchent déjà organiquement, tu vois. Et en fait il se passait un No R&B, c'est rentré dans une boucle, je sais pas, c'était le morceau parfait, il faisait 1 minute 20. Ouais, franchement, même la rythmique elle est beaucoup. Il commençait tout de suite. Ouais, exactement. Carrément. Et du coup en fait je sais pas, l'algorithme il a kiffé et pendant 2 ans il y a des gens qui se sont mangés le morceau à chaque fois qui passait en aléatoire sur Spotify et plus personne ne supporte ce morceau. Et je les comprends bien. Mais toi, tu peux je rigole, non, mais toi, est-ce que, justement, parce que, en vrai, je comprends, des fois, surtout si t'es connu pour un morceau en particulier ou si ça amène beaucoup, c'est un morceau qui amène beaucoup de gens vers toi, peut-être que toi, tu peux changer aussi la vision que t'avais avec ce titre. Mais en vrai... Moi, je trouve toujours bien le morceau, et même 2 ans après, je trouve que je comprends pourquoi il a fonctionné à son échelle, tu vois. Ouais, carrément. Mais oui. Mais ouais, c'est quand même une petite anomalie dans le parcours, on va dire. Ouais, bah c'est l'histoire de ce programme algorithmique un peu bizarre en fait qui a poussé un peu toute une génération de rap. On est beaucoup d'artistes à en avoir bénéficié. Mais ce qui a créé une sorte de vague de chiffres un peu que je pourrais dire trompeurs, tu vois, de chiffres un peu trompeurs sur plein de profils comme les miens, tu vois. Mais après c'est aussi intéressant, c'est la magie entre guillemets, tu vois, de ce qui peut se passer sur les réseaux et comment la musique peut se diffuser aujourd'hui, c'est que il y a certainement plein de gens qui t'ont découvert aussi par ce biais-là. Ouais, bien sûr. C'est aussi considéré comme une chance, tu vois.
Et après l'EP Dog Day, il y a un autre virage clé selon moi, c'est l'EP Jennifer, que tu définis comme la suite de ce qui est une trilogie. Ça, tu l'expliques après quand tu sors Fidèle. Ouais. Tu l'inclus dans ça. Et pour moi, c'est un peu un moment clé parce que dans Jennifer, tu parles d'amour, tu dis carrément que c'est un album d'amour. Et tu développes une écriture que je trouve encore plus intime que ce qu'elle était déjà. J'ai l'impression qu'avant ça, c'était fait avec plus de parcimonie et que c'était beaucoup plus caché derrière de l'ego trip. Et sur Jennifer, c'est sans phare. Il y a un côté très frontal, presque impudique un petit peu dans l'écriture qui est voulue, qui est ressentie. Comment tu l'as pensé, ça ? Le projet, il s'est fait assez naturellement. En vrai de vrai, pour être honnête, la direction en fait du projet, donc le fait de recentrer, en fait, de surligner le côté projet un peu romantique, c'est venu assez tard en fait dans la conception. Okay. D'abord, on a fait nos morceaux, puis en fait, on a compris que moi, j'étais dans une relation naissante, dans laquelle je suis toujours d'ailleurs, dans une relation naissante, et forcément c'était le sujet de ma vie. J'avais, tu vois, quand t'as 21 ans, et t'étais inspiré par ça en ce moment. En fait, il y avait que ça qui existait pour moi, donc forcément je pense que ça ramenait ça, mais oui, bref, du coup c'était omniprésent un peu dans ma musique, et on s'en est rendu compte vraiment à la fin du processus. Yes, on l'a. À la fin du processus du projet, on a réalisé que c'était vraiment un projet d'amour, quoi, et qu'il fallait centrer là-dessus. Mais oui, forcément, en fait, moi j'étais dans un moment très romantique de ma vie. Je pensais qu'à ça. Donc, et toi, justement, dans cette écriture, comment ça se passe ? Est-ce que tu sens quand même qu'il y a une différence avec les projets précédents ? Est-ce que tu te dis là, j'ai envie de plus me lâcher, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus instinctif ? Non, ça s'est fait naturellement. En fait, je pense que je suis juste devenu meilleur. Je pense que c'était mieux, c'était peut-être plus... J'ai plus bossé aussi, en vrai de vrai. Okay. Dog Day, le processus, il était un peu chaotique quand même. Je l'ai fait sur à la fois très peu de temps, à la fois longtemps, Dog Day. Et Jennifer, on a travaillé, on avait consolidé un peu nos méthodes de travail avec Mehdi et notre équipe. Et du coup, Roméo qui est rentré dans la boucle. Et je pense qu'il est mieux produit. J'ai plus travaillé, en fait, tout simplement. Je pense que... Tu ressens, parce que Dog Day, il y avait eu quand même pas mal de bons retours, tu disais qu'il se passait quelque chose. Comment tu ressens Jennifer, c'est aussi bien accueilli ? Ouais, Jennifer, c'est hyper bien accueilli, et surtout on sent un peu un truc d'identification, on sent que les gens ils commencent à comprendre une proposition, que les gens se prennent la pochette, ils se prennent le propos. Jennifer, c'est particulier parce que je pense qu'il y a une sorte de mouvement général entre l'image qu'on avait réussi un peu à bosser, entre la qualité qui était un peu mieux, et en même temps c'est une musique que je trouve qui est beaucoup plus ancrée dans son époque, dans ce que les gens peuvent appeler la new wave et tout. Je trouve que c'est mon projet qui est le plus ancré un peu là-dedans, tu vois. Donc tout ça a fait qu'il y a une identification un peu qui s'est fait à ce moment-là. C'était genre on a consolidé Dog Day un peu, quoi. Carrément. Mais c'est vrai que sur la musique, on en parlera un peu plus tard, mais il y a aussi un propos qui devient plus radical. Autant que dans les textes, je trouve que tu arrives à façonner encore mieux la musique que tu fais. Et juste pour revenir à moi, quand je te découvre, c'est avec le clip de Solaris. Et en 3 secondes, je me dis, je vais aimer sa musique. Parce que, mais je sais pas si tu vas capter la rêve, donc, mais je t'explique quand même, j'argumente mon propos. Je pense tout de suite à Striptease. Ouais, j'ai une histoire là-dessus. Ah, très bien. Oui. Je t'explique d'abord. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est bien malheureux, mais je l'explique. C'est une émission télévisée culte des années 90-2000 qui a une esthétique qui me parle beaucoup parce que c'est, pour vous expliquer, c'est du docu sans voix off où on te montre sans commenter. On est dans l'intimité la plus totale avec des gens qui sont hyper sincères. Moi, c'est comme ça que je définis ta musique. Et je trouve que là, il y a ce que tu racontes dans ta musique, la manière de le faire et la manière dont tu l'illustres, c'est hyper cohérent. Et je pense à ça en plus. Donc, je me dis, j'arrive à capter qui est ce mec. Et je pense que ça, c'est un moment aussi important, tu vois. Le moment où tu rencontres un public et que le public capte qui t'es.
Donc, si tu valides cette rêve, ça me fait plaisir. Je valide totalement. Je me suis beaucoup mangé les striptease et ma mère a réalisé un épisode de striptease. Ne dis pas ça. Mais par contre, il est introuvable. Même moi, en fait, elle se rappelle plus du titre. Non, c'était genre dans les dingue. années, c'était genre en 92, je crois, elle m'a dit. Ok, Elle était allée à Molenbeek. À l'époque, elle était enceinte de mon grand frère, je crois. ok. Et elle a réalisé un épisode de striptease à Molenbeek. Je suis fan d'elle plus que toi. Je te le dis. Mais, Ok, trop cool. mais je crois que c'était que, enfin, tu sais, c'était genre pour la télé. Je crois que ça n'a jamais été retranscrit sur YouTube parce que ça fait partie des Ouais. épisodes de Lost Media un peu, tu vois. Je vais appeler Feldup, il va Ouais, de ouf. retrouver ça. Exactement, faisons ça. Ok, et du coup, c'est quelque chose qui t'a inspiré du coup visuellement dans les clips? Solaris, il est co-réalisé par ma mère. Hein. Donc, Alors là, il y a trop d'infos. donc, ma mère, elle était là sur Solaris. Trop bien. Et donc, potentiellement, qu'il y a un lien sur 20-25 ans qui s'est fait. Carrément, mais même dans tous tes clips, j'ai l'impression qu'il y a un côté très... tu veux pas créer un truc trop surfait, surjoué. J'ai l'impression qu'il y a un côté presque documentaire dans la façon dont tu images le truc. Bah, nous, on a l'impression que c'est la meilleure manière de suivre la musique, en fait, pour pas perdre les gens, quoi. Ouais. Je pense qu'on fait une musique... Enfin, moi, si ma musique, c'était du cinéma, ce serait du documentaire, je pense, tu vois. Et donc, voilà. Bah écoute, ça veut dire que j'ai bien compris ta musique, donc Ouais. je suis vraiment très contente, je fais bien mon travail. Je te disais dans l'intro, dans Processus, on a quelques surprises, quelques interventions externes, et on a un message d'un auditeur pour toi, que je vais t'inviter à regarder. Bonjour Jen, bonjour Sandra, j'espère que vous allez bien, que l'interview se passe bien. Moi je voulais poser une question à Jen, mais avant tout je voulais passer un petit salam à Urde, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ta musique à l'époque, donc grand salut à lui, et puis n'hésitez pas à aller écouter Urde. Moi je voulais te poser une question, je voulais savoir ce que ça faisait à tes proches d'avoir un artiste qui parle de sa vie de manière assez crue parfois, même si j'imagine que tu choisis ce que tu révèles ou pas. Est-ce que ça peut les gêner? Est-ce qu'ils ont eu des réserves? Ou est-ce qu'ils sont complètement cool avec ça et puis y a pas de souci? Voilà, c'était ma petite question. Encore merci à Sandra, et puis on me voit quasiment plus, donc je vais vous laisser, moi. Allez, bonne interview. Donc, chaud. Ilyes, c'est un de mes meilleurs amis accessoirement, avec qui je fais beaucoup de choses. On va le dire tout de suite, c'est donc lui qui me fait découvrir ta musique Avec Alain Chabat. avec un Rabat que Urde a partagé. Ok, Voilà. Et d'accord. moi j'ai une théorie selon laquelle Urde est une pierre angulaire du rap moderne. De la bonne musique. Je le prouverai un jour. Bah, gros bisous à Urde, d'ailleurs. Ouais, carrément, bisous à lui. Qui est un monstre, Urde, vraiment. Et bah... Je l'ai même pas présenté parce que moi je suis dans mon salon ça là. sert plus à rien, là. C'est un rappeur, c'est un producteur aussi, beatmaker, qui a composé pour toi, qui a fait Céline Salette sur Jennifer. Jennifer. Ouais, bah, dans nos têtes, il est triple diamant, hein, Urde. Complètement, c'est Ouais. Johnny Hallyday pour moi. Mais du coup, pour répondre à la question sur justement ton écriture et le regard que ta famille peut avoir dessus, ou tes proches. Bah, je suis quand même dans des relations assez pudiques quand même avec mes parents. Donc moi, ma mère, elle écoute, mais je pense qu'elle est trop pudique quand même pour venir me parler de ces trucs-là. Après, je sais que ça l'émeut d'une manière ou d'une autre, parce que de temps en temps, elle me glisse un petit truc, elle me dit mais pourquoi t'as dit ça là, dans ce son-là? Mais non, ça reste assez sain. Je pense que ma mère, elle sait très bien que j'ai mes perceptions, mes manières de retranscrire ma réalité et tout, et puis jamais je pense elle prendra la mouche pour un truc dans un texte. Mais toi, est-ce que c'est un truc auquel tu penses quand t'écris justement? Non, bah si je fais ça, je fais plus rien. Ouais. Non, il faut pas penser aux gens qu'on peut blesser ou ne pas blesser, parce qu'après c'est la mort. Ouais, ça te bride aussi dans ce que tu délivres. Ouais. Et je pense d'ailleurs, en fait, on en parlait, mais la transition aussi entre Dog Day et Jennifer, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être le truc de arrêter de penser au rapport à mon entourage, à mes trucs-là, et d'essayer de casser ces trucs-là un peu, Okay. et d'être plus que soi-même un peu, tu vois. Ok, ouais, bah, ça se ressent vraiment dans l'écriture. C'est ce moment-là où je pense que tu te dis je veux le faire à fond, Ouais, et peu importe qui m'écoute. exactement. C'est un gros cap en général pour les artistes. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de tes tout débuts, et là, tu viens de sortir Barefoot. Du coup, on a posté cette émission, c'est dispo. C'est ton 6e projet, si je me trompe pas. 6e déjà. Bah ouais, si je compte les petits projets, les trucs et tout.
Attends, je réfléchis. Tango Fantôme, Dog Day, Jennifer Fidel. Ouais, c'est mon 6e projet, exactement. Tu commences à avoir une petite discographie en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères pleinement que c'est ton métier d'être un artiste ? Factuellement, en tout cas, cette année, j'ai la chance que ce soit mon métier. Après ça se trouve, le temps me donnera tort. Mais en tout cas, ouais, en ce moment, c'est... En tout cas, en ce moment, c'est mon métier, ouais. Et toi, tu le ressens comme ça aussi ? Moi, ça a toujours été mon métier. Okay. Moi, à l'époque où je travaillais, quand j'allais au travail, je pensais pas à mon travail. Hein. Je pensais au son que j'allais faire le soir en rentrant, tu vois. T'es complètement... Ouais. Et comment ça se fait, cette transition, justement, où tu te dis, là, maintenant, c'est mon job d'être un rappeur ? Comment ça se passe Comment ça s'organise en fait, même dans ta vie, tu vois ? Naturellement, avec le temps, en fait, la musique, ça a pris la place que ça devait prendre, je pense. Donc en fait, j'ai pas eu de déclic. Enfin, si, le déclic en soi, c'est le jour où j'ai quitté mon travail, tu vois. Le jour où je suis parti. Mais en tout cas, ça a toujours occupé en fait une place importante. En fait, si c'était pas mon métier, c'était ma passion, c'était quand même toute ma vie, tu vois. Ouais, ok. Donc en fait, métier pas métier, dans tous les cas, j'ai que ça dans la tête. Donc tu te voyais pas faire autre chose en fait. Ça a pas été un choix à un moment de dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Je me suis jamais posé la question en fait. À la fois, je me suis jamais dit c'est sûr, et à la fois, je me suis jamais dit. Enfin, en fait, je l'ai fait quoi. Okay. Ça a jamais été un enjeu, je me suis jamais posé, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Juste, je faisais déjà des trucs en fait. Très naturel. Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu le vis, tout l'envers du décor de justement ce métier d'artiste où moi je comprends, tout le monde le capte, qu'il y a la passion, il y a faire de la musique, mais il y a aussi tous les à côté, le côté business, carrière, image, communication, etc. Toi, tu le vis comment ? Déjà, j'en suis à un stade où c'est encore largement jouable et largement vivable, et je pense que c'est encore assez sain, et moi je suis encore dans des milieux assez tranquilles, tu vois. Okay. Mais j'ai la chance d'être très bien entouré. Ouais. Je fais un gros bisou à mon équipe parce que grâce à eux, ma vie est somme toute pas trop compliquée non plus, tu vois. Okay. Non, ça va en vrai, on va pas aller se plaindre, hein. Franchement, il faut bosser, quoi. C'est comme. Mais c'est important. Je pense que c'est aussi beaucoup dû à l'entourage, tu vois. Et quand si tu te lances dans le grand bain avec des gens que tu connais pas et qu'on te colle un chef de projet, un truc, c'est pas le même schéma, tu vois. Moi, je suis en indé. Ouais. Mon producteur, c'est mon meilleur ami, et c'est moi-même aussi d'ailleurs. La vie, elle est assez tranquille, hein. C'est moi qui décide à quelle heure je vais au studio, c'est moi qui décide quel son je sors, tu vois. C'est important. Non, moi je pense que j'ai une position qui est assez cool. Je pense que très vite, la manière dont on a monté les structures, le format en fait de carrière qu'on a choisi, je pense qu'on s'est pas trompé, je pense que c'était le bon. Ouais. Ce qui fait que là, on peut faire de la musique pleinement et s'épanouir et pas penser à trop autre chose, quoi. Ouais, mais justement, tu vois, ça pendant un temps. Et c'est pour ça aussi que j'essaye de démystifier ça dans cette émission avec les artistes que je reçois, parce que tout a l'air cool pour le public quand juste t'écoutes la musique, mais après des fois t'entends des trucs, t'entends que ça se passe pas très bien dans les labels, etc. Et en fait il y a une voie qui est possible, mais qui est un peu, voilà, qui pas plus complexe, mais qui est une voie à part entière, c'est d'être indépendant justement et de travailler avec les gens vraiment en qui on a confiance, etc. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de gens, d'artistes qui veulent s'orienter là-dedans, c'est pour être respecté, pour être dans un entourage en tout cas qui est tu vois, une espèce de cercle vertueux. Ouais, après il y a des malus largement aussi à l'indépendance, hein, vraiment. Même quand les cercles sont vertueux. Moi en vrai, je suis pas du tout anti-label. Je pense qu'il y a des formes de relations label qui sont intéressantes. Tout est, on s'est jamais fermé aucune porte, juste la vie a fait que ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, mais voilà. Ouais, c'est pas un truc rédhibitoire pour toi. Non, mais moi je crois en une renaissance. En fait, depuis le Covid, il y a eu l'explosion un peu des projets indépendants, tu vois. Mais j'espère que les labels sauront s'adapter au post-Covid, en fait. C'est clair. En tout cas, c'est le challenge là, pour que ça évolue, c'est clair. Est-ce que t'as une routine de création? Est-ce qu'il y a une manière de travailler qui est précise chez toi? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je suis pas très routinier, moi. Okay. J'ai du mal à m'imposer des routines. Ok. T'as aucune journée qui ressemble à l'autre? C'est un peu la vibe? Ouais, non, pas trop. Mais en fait, ça suit un peu
Moi, j'ai pas envie de faire la même chose tous les jours, en fait. En fait, moi, j'ai arrêté mon travail pour avoir le droit, en fait, pour avoir le droit vraiment d'avoir des journées différentes tout au long de la semaine et de pouvoir un peu, je sais pas, m'enrichir tous les jours, quoi. Donc non, je fais bien attention à pas avoir des routines, je fais bien attention à me lever à des heures différentes tous les jours. Et non, mais juste, je me pointe au studio et puis on voit. Hein. Ok. En gros, c'est ça. Mais t'arrives quand même à avoir une certaine productivité qui te met pas en retard. Si tu te reposes juste sur l'inspiration vient et tout, il peut aussi y avoir des périodes où il n'y a pas d'inspi. Est-ce que toi, c'est des moments que tu connais? Est-ce qu'il y a des... Tu vois? Moi, je crois pas trop à l'inspiration et tout ça. Ouais. Ah, intéressant. Moi, je suis pas particulièrement inspiré ou truc. Je sais pas. Pour moi, c'est du travail, c'est comme tout. En fait, un cerveau, ton cerveau, il se muscle si tu décides de lui faire des exercices. Donc moi, je fais bien attention à prendre des notes tous les jours, à écrire un maximum, à regarder des films, à écouter beaucoup de musique et tout. Et en fait, pour moi, ça remplace avoir de l'inspiration quand on n'a pas, tu vois. C'est aussi simple que ça, en fait. Non, mais c'est pas, je dis pas, non, mais là, je force, tu vois. Bien sûr qu'il y a des jours où c'est compliqué de faire de la musique, mais non, mais pour moi, en fait, il y a vraiment un muscle à travailler, en fait, plus que attendre la grâce. En fait, si tu fais ça, t'es mort un peu. Oui, c'est ça. Tu te mets toujours dans une espèce de dynamique sans le vouloir, tu vois, sans t'imposer un truc non plus. T'es toujours en attente de quelque chose. Il faut provoquer. Et pour moi, ça passe par le fait de travailler, tu vois. Il faut bosser tous les jours, quoi. Est-ce que t'as l'impression de faire de la musique plus pour toi ou pour les autres? Quand je dis pour les autres, c'est pas dans le sens pour prouver quelque chose, mais est-ce qu'il y a, tu vois, l'envie de partager est plus forte que l'envie, tu sais, juste de faire de la musique pour toi? Les deux, en vrai. En vrai, les deux, en fait, ça suit les étapes, de création, quoi. Plus ça avance, plus En fait, moi, quand je sors mon morceau dans mon premier jet, je le fais évidemment pour moi, mais par contre, quand on va le mixer, faire en sorte qu'il devienne intelligible, faire en sorte qu'il sonne bien, qu'il soit agréable à écouter, bah là, je le fais pour les autres, tu vois. Mais moi, la maquette, elle me va très bien, à la base. Ouais, ok. Tu t'es satisfait de ça, à la base. Ça dépend des étapes de processus. Il y a des étapes qui sont plus en ma faveur et d'autres qui sont plus en la faveur du public ou de n'importe qui d'autre que moi, quoi. Et la scène, c'est important pour toi? Justement, l'étape finale, c'est ça? C'est le moment où tu rencontres le public en direct? Ouais, c'est vrai, on peut dire ça. Ouais, la scène, c'est important. On a fait notre petite tournée l'année dernière qui s'est très bien passée, on est trop heureux. On a rencontré vraiment beaucoup de monde, on a partagé avec beaucoup de gens. Non, c'était trop bien, la scène. Après, en fait, je sais pas si c'est le plus important non plus. Ça dépend de comment je me sens, en fait. Ok. Mais non, si la scène, c'est très cool. J'espère qu'on continuera à en faire. Et j'espère qu'on réussira surtout à trouver des propositions un peu de scène. Là, pour l'instant, on a fait des trucs encore un peu conventionnels, mais j'ai envie d'essayer d'inventer des trucs aussi sur scène, pour moi. Je me rappelle quand tu venais de finir ta boule noire, ou le lendemain, je crois, t'avais dit ça a tout changé. C'est vrai, j'ai dit ça? Ouais. Ça a tout changé parce que j'avais 200 personnes devant moi, en fait. Et que je savais même pas que c'était possible quelques mois avant. Moi, je pensais pas qu'on allait pouvoir la faire, cette boule noire, en vrai de vrai, avant qu'on la fasse. Ça a tout changé parce qu'en fait, parce que c'est bon, j'avais un interlocuteur, en fait. Je savais à qui je m'adressais, j'avais vu un peu les yeux des gens, j'avais vu un peu la tête des gens. Et en fait, ce cœur un peu de 200 personnes... il était là, quoi. Ouais. C'est bon, il y avait des gens, quoi. Ça concrétise. J'étais plus tout seul, en fait. Ok. Donc oui, ça a tout changé, la boule noire. Ok. C'est un truc que t'as en tête encore? Tu penses à ça où le doute revient tout le temps? Non, le doute, il revient tout le temps. Okay. C'est facile d'oublier ce genre de choses. Mais faut aller provoquer. Exactement. Faut des nouvelles dates, tout simplement. Ouais, je crois. Avant l'émission, je t'ai demandé de choisir un moment pop culture qui a influencé tout ton parcours, en tout cas qui t'a inspiré. Ouais. On va regarder ça ensemble et tu nous expliques juste après. C'est un court extrait. What the hell? Jesus fucking Christ. Where are you going? Donc c'est un extrait du film Anora de Shane Baker qui a reçu la Palme d'Or à Cannes l'année dernière, il me semble. Pourquoi ce film? Pourquoi il t'a marqué particulièrement? Parce que en fait, j'ai vu dans ce film un peu mon rapport moi à la musique. Okay. En fait.
je me souviens d'une interview de Samir Hamad dont je te parlais, que j'ai jamais réussi à retrouver en fait. Et ça se trouve on a fantasmé ça avec Mehdi. Mais non, mais je crois me souvenir d'une interview où Samir Hamad il racontait qu'il était vraiment anti musique à mood. Okay. Qu'il était anti-musique triste, anti-musique, anti-banger, enfin bref, il aimait pas en gros la musique étiquetable facilement. Et moi, j'ai un peu toujours été de cet avis-là, dans le sens où pour moi, un bon morceau, il faut qu'il soit drôle, il faut qu'il soit triste, il faut qu'il soit enivrant, tu vois, il faut qu'il soit épique, il faut qu'il y ait tout, tu vois. Pour moi, la forme finale en fait de la musique, c'est pas tant l'album, c'est plutôt le morceau, et il faut que ton morceau il soit aussi riche que la vie peut l'être, tu vois. Okay. Et je trouve que c'est exactement ce que j'ai aimé dans La Nora, tu vois. C'est à mourir de rire, pourtant c'est pas une comédie, c'est à pleurer, pourtant c'est pas un drame, et en même temps c'est hyper prenant, et pourtant c'est pas vraiment un film d'action. Et je sais pas, en fait cette richesse de ton, c'est vraiment ce que je souhaite pour ma musique, quoi. Tout ce que tu recherches. C'est tout ce que je recherche, c'est de la musique. C'est de l'art vivant, quoi, tu vois. Il y a plein de couches dans ce film-là. Exactement, en fait, ça multiplie les couches de lecture, et c'est ce qui fait que pour moi, une pièce est intemporelle ou pas, tu vois. C'est quand elle a la richesse d'une vie, en gros. Ouais, et puis, selon le lecteur aussi, tu vois, tu vas t'arrêter sur un truc en particulier. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui va percevoir ce film-là ou un morceau de la même manière, parce qu'il y a des trucs qui vont plus ou moins te toucher. Mais tu vois, quand tu m'as donné cet extrait-là, j'avais pas capté. Et je réfléchissais, je me dis, mais attends, je vois pas. Pourquoi il sort ça ? Je vois pas le truc en rapport, tu vois, même si j'ai adoré ce film. Mais maintenant, je comprends grave. En fait, c'est vraiment la multiplicité des prismes de lecture. En gros, c'est le fait d'avoir, comme tu dis, d'avoir plusieurs couches, en fait, comme les oignons. T'as le drame, t'as quelque chose de drôle, t'as quelque chose de sociétal aussi. Je comprends grave. Et des interprétations très fortes. Et pour ceux qui n'ont pas vu, on n'a rien spoil, on n'a rien dit. Ouais. C'est, en vrai, allez le voir, c'est tout. Ouais. Moi, je parle pas de cinéma, en fait. Tu sais, quand je l'ai vu, je savais même pas que c'était la Palme d'Or. Ok. Je me suis dit, quand même, ça serait bien que ça ait la Palme d'Or et tout. Et bah voilà, Et après, je sors, je suis putain. Non, franchement, très, très, très beau film. Sans transition, pour revenir à la musique, j'en parlais dans l'intro, tu mélanges plusieurs esthétiques dans ta musique et il y a parfois des prods qui sont très surprenantes, voire même qui peuvent complètement être clivante pour certains. Je pense au morceau Aventurier, par exemple. Moi, un de mes morceaux préférés de ta discographie, mais aussi parce que je recherche ce truc-là un peu bizarroïde, spécial, différent. C'est pas le cas de tout le monde, et en vrai, je comprends. Et je suis à l'aise avec le fait que des gens me disent... Enfin, c'est pas mon morceau, hein, mais tu vas comprendre... T'as des goûts de merde, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette prod de zinzin, tu vois. On voit fort, là. Non, c'est pas contre toi du tout. C'est pas contre toi, je t'ai dit que j'adorais le morceau. Mais même toi, est-ce que tu... Enfin, t'es quand même conscient que c'est pas le truc le plus mainstream du monde. Ouais, de ouf. Et c'est pas fait pour ça non plus, tu vois. Les gens, ils ont le droit de pas aimer, hein. Ça change pas grand-chose non, mais je trouve que... à ma vie, hein. Tu vois, les gens, ils ont le droit de pas aimer, ça c'est une chose, c'est sûr, mais... Je trouve que c'est presque un bon signe si des gens peuvent détester ta musique, entre guillemets, détester, mais dans le sens où au moins il y a une proposition. Au moins je comprends qu'il y a eu une direction, j'ai pas aimé, mais il y a eu une direction. Bah nous en fait, moi je suis dans une optique moi j'ai vraiment la phobie de me répéter, comme je te disais tout à l'heure. Je veux pas vivre 2 fois la même journée, je veux pas faire 2 fois le même morceau en fait, et si je veux faire de la musique toute ma vie, bah forcément il faut que j'aille piocher dans les trucs parfois un peu peut-être compliqués pour certaines personnes, tu vois. Et écoute, c'est le jeu, hein, de toute façon. Moi je suis pas là pour régaler tout le monde non plus, je suis là pour me régaler moi. Mais attends, on parle comme si des gens avaient dit que c'était nul. Ah non, mais je pense qu'Aventurier, il y a des gens qui ont dit que c'était ouais, j'ai vu des gens dire que c'était compliqué, mais bien sûr que c'est compliqué. Puis c'est ok. C'est largement ok, les gars. Vous avez le droit de pas aimer. Mais personne ne vous en voudra. Encore une fois, moi je pense que c'est la clé aujourd'hui, surtout à notre époque où il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, il y a plein d'artistes qui pop de partout. Si tu arrives à dire ça, j'ai pas aimé, et tu sais exactement pourquoi, ou t'accroches pas en tout cas, tu vois, plus que j'ai pas aimé, parce que t'accroches pas avec une direction qui est prise, je pense que c'est une bonne chose. Moi-même en auditeur, je suis compliqué, il y a plein de trucs que j'aime pas, j'ai aucun mal à dire des trucs que j'aime pas, que je les aime pas, tu vois, donc je vais pas commencer à reprocher aux gens de dire qu'ils aiment pas certains trucs. Écoute, complètement, t'as bien raison, mais justement comment tu
est-ce que la direction que tu as prise, j'ai l'impression à partir de Jennifer, mais tu m'arrêtes si je me trompe, à mélanger davantage la musique, l'électro à des bases plus rap traditionnelles, on va dire. Ouais. Comment ça se passe ce mélange-là? Pourquoi tu prends cette direction à un moment? Bah, ça se passe par le débarquement d'un nouvel énergumène, qui s'appelle Sainte Juliette, qui est à la base un compositeur de musique électronique et DJ et voilà, et qui s'agrège doucement par le biais de Mehdi. Moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré. À notre processus. Il tombe amoureux de notre équipe et nous on tombe amoureux de sa vision, de sa musique, de la personne, tu vois. Et petit à petit, à partir de Dog Day Every Day, si je dis pas de bêtises, il produit Cobra avec Mehdi à l'époque, et en fait très naturellement il rentre dans l'équipe, quoi. Et on s'est jamais quitté, et maintenant en vrai de vrai, Gênes, c'est un trio, Gênes, Sainte Juliette, Mehdi, quoi. Okay. Et bien sûr ça change tout aussi, ça fait ça. Et puis même en fait Roméo Sainte Juliette, il me permet de reconnecter moi avec un rapport quand même que j'avais étant petit, parce que mon père en a écouté beaucoup, avec une forme de musique électronique que j'ai vachement écouté, et en fait ce lien il est quand il me tombe sous le nez, il est évident, quoi. Ouais, c'est déjà ça fait déjà partie un peu de ton ADN musical, bien sûr. Mais tu l'avais pas exploité jusque-là. Justement, c'est quoi tes principales inspirations, peut-être au début, peut-être aujourd'hui, si ça a évolué? Moi, l'artiste de musique électronique, mais je le cite plein de fois, c'est Aphex Twin, c'est ça que j'ai le plus écouté. Est-ce que je me suis permis de classer ta musique entre Aphex Twin et PNL? Ouais, moi ça tient toujours, ça me va. Ça tient toujours, ouais, bon. Je pense que c'est mes deux droite et gauche, c'est mes deux anges. Je peux pas dire mieux à quelqu'un qui connaît pas que donner ces deux éléments, et après tu te démerdes. Tu te démerdes avec ça, si ça te parle, si t'es curieux, t'as envie d'y aller, t'y vas. Mais ouais, c'est une belle image. Ouais, bah Aphex Twin, vraiment, moi, c'est un peu, c'est beaucoup pour moi, quoi. Okay. Ça a tout changé, mais oui, c'est très important. Et Roméo m'a permis vraiment de refusionner avec cette partie de moi qui était un truc largement enfoui sous PNL et Booba et tout le rap que je me suis mangé après pendant 15 ans, tu vois. Parce que c'était de la musique que j'ai écoutée très jeune, en fait, sans même savoir ce que c'était. Et donc vraiment, en fait, c'est mon rapport naturel à la musique. C'est déjà un peu la musique électronique, en fait. Okay. Parce que c'est ce que mon père écoutait, en fait, simplement dans la... Mon père avait beaucoup de phases de musique, et quand ma période 5-10 ans, il était vraiment... Ouais, ta porte d'entrée, on va dire, tes premiers souvenirs dans la musicaux, c'est de l'électro. Ouais, c'est de la musique électronique. Ok. Et après, il y a eu du rap, quoi, juste après. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des artistes que tu trouves particulièrement inspirants, ou qui font des choses qui t'intéressent particulièrement, qui t'inspirent, ou que tu vois, je sais pas, un truc que tu as écouté, tu t'es dit... tu t'es pris une gifle. En rap particulièrement, ou... Franchement, ça peut être tout, hein. J'écoute. Cette année, j'ai écouté quasiment que Ri Lyong-Fil et Gud. Ri Lyong-Fil, rappeur new-yorkais, si je dis pas de bêtises, qui faisait partie, peut-être qu'il fait toujours partie, mais je crois pas, qui faisait partie du Surf Gang, tu vois. Ok, ouais. Et il a sorti un projet l'année dernière qui s'appelle Victory Music, entièrement produit par Gud, tu vois, Gud. Ouais. Le mec qui a produit tout Young Lean pendant longtemps. Bien sûr. Ça, j'ai beaucoup écouté cette année. En France, y a plein de trucs que je trouve très cool. Okis, je trouve c'est incroyable. Urde, incroyable. Ok, c'est toute la nébuleuse voilà, autour, c'est ça. De toute façon. Et moi, je suis un grand adepte de Booba, hein. J'ai du mal à écouter autre chose que Booba, quand même. À la fin de ma journée, j'y retourne, quoi. Personne va t'en vouloir. C'est quoi ton album préféré de Booba? Moi, je sais pas si c'est mon préféré. Moi, je les aime tous. Là, par exemple, en ce moment, je suis vraiment dans une période de Panthéon à fond. Panthéon Westside, un peu. Okay. Mais après, de par ma génération, le disque que j'ai le plus écouté, parce que c'était le disque qui était actuel quand j'avais l'âge de l'écouter, c'est vraiment Nero Nemesis. Hein. Ok. Nero Nemesis, c'était... Grosse claque. C'était une grosse claque. En 2015, du coup. Ouais, après, je dis pas que c'est mon préféré, mais je dis juste que je l'ai vécu, quoi, vraiment pleinement. Ouais. Après, en vrai, ceux d'avant aussi, DUC et tout aussi. Mais c'était vraiment un événement, cet album aussi. Il s'est vraiment passé quelque chose. Même toute la sortie a été incroyable. Ouais. J'étais au lycée, ça écoutait que Booba. On est complètement d'accord. Moi, il y a un rappeur à qui tu me fais penser. Ouais. C'est Isha. Tu comprends l'affiliation, elle est logique. Moi,
Ça fait partie de mes racines aussi un peu. Ok. Isha, c'est très important pour moi. C'est Mehdi qui me montre Isha en 2014. Soit juste avant, soit juste après La vie augmente 1. Et ouais, je prends une énorme claque et pour le coup, je me dis c'est comme ça que je veux rapper, c'est comme ça que je vais écrire. Tu vois. Isha, c'est vraiment un déclic pour moi. C'est ce qui me fait me dire que j'ai envie de travailler l'écriture, que j'ai envie que ça soit central dans ma musique. C'est même ça, en fait, j'ai envie de dire, qui me donne envie de rapper. Hein. Ouais. Moi, j'ai envie de rapper comme Isha au début, quoi. Et voilà. On comprend. Mais et oui, c'est toujours très ancré. Et pendant longtemps, j'ai eu le prisme de comment Isha il aurait écrit ça et tout, comment il aurait fait ça. Et je pense que ça m'a donné une matrice de travail un peu. Ça m'a donné un objectif. Moi, je reconnais tout de suite l'affiliation sans que ce soit. En fait, ça saute pas non plus aux yeux, tu vois, parce que quand t'écoutes Gênes, c'est des prods différentes aussi, donc c'est pas totalement le même univers. Mais moi, c'est plus dans l'écriture, tu vois. Ouais, bien sûr. L'écriture, c'est flagrant. Il y a un truc de. Il y a une simplicité mêlée à quelque chose de très intime, et puis passer un peu, comme tu disais, plusieurs couches, tu vois. Passer d'un truc, une vanne à un truc super deep. Exactement. Et un peu perdre le public là-dessus, tu vois. Moi, j'étais fasciné, en fait, par sa radicalité. Moi, je me disais, mais... En fait, je trouvais ça ouf. Même, on en parlait tout à l'heure, mais je trouvais l'impudeur, quoi... Je trouvais ça ouf d'aller aussi loin dans l'impudeur, dans le fait de... J'étais là, t'en dis trop, là. Exactement. Mais après, moi, j'aime bien, tu vois. Bien sûr, mais moi, justement, je voulais faire pareil. C'était ouf. Pour moi, c'était ça, être un artiste, tu vois. Ouais, franchement, je comprends ce parti pris. Justement, il y a un morceau avec Scylla, Clope sur la Lune, où il dit le rap nous a sauvé la vie, il mérite d'être aux Beaux-Arts. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu ressens la même chose ? Ouais, bien sûr. Après, je pense que pour Isha, je sais pas de quoi il parlait exactement, mais... Ça a certainement une dimension différente, mais... Oui, forcément que lui... Enfin, moi, je me la suis projeté, cette phrase, aussi largement, parce que je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas rappé. Mais peut-être pour d'autres raisons qu'Isha, tu vois. Mais oui, bien sûr qu'il mérite sa place aux Beaux-Arts. Ok. Non, mais tu sais pourquoi j'étais pas sûre que tu aies cette vision-là des choses, parce que en vrai, c'est un truc qui est un peu galvaudé aussi, de dire ouais, le rap nous a sauvé la vie. Moi, il y a certains rappeurs, je les crois, il y en a d'autres, je les crois moyen, parce que peut-être qu'il y a le côté lucratif, il y a le côté... Mais il mérite sa place aux Beaux-Arts, c'est aussi la dimension de... Tu sais, t'as un amour pour cet art. Bien sûr. Qui dépasse... Ah non, mais moi je dis ça dans ce sens-là, hein. Je le dis pas dans le sens où ça m'a permis de gagner de l'argent, parce que j'aurais gagné de l'argent. Il y en a certains qui le disent de cette manière aussi, tu vois, ça peut être légitime. Non, moi c'est vraiment... ça m'a permis de rencontrer des gens géniaux, de passer des moments de ouf. Enfin, je sais pas, c'est genre... c'est du bonheur en barre. Mais je comprends, et moi, je pense que c'est une phrase qui est autant pour les rappeurs que pour les auditeurs aussi, tu vois, et pour les vrais fans de rap, on peut considérer que ça nous a sauvé la vie d'une manière ou d'une autre, parce que... tout simplement avoir une passion. C'était Cool Chain qui disait ça à Éric Zemmour dans une émission télé sur France 2 sur On n'est pas couché. À l'époque, la gueule de l'interview. Mais ça, c'est à l'époque où les rappeurs venaient encore à la télé pour je ne sais quelle raison. C'était une autre époque en tout cas. Et Cool Chain, il a dit un truc ce soir-là. J'ai regardé la télé, je me suis dit ouais, je comprends grave, et moi je suis là. Il a dit en fait, moi j'avais la chance, contrairement aux autres, d'avoir une passion. En fait, c'est exactement ça, bien sûr. Moi, bien sûr. Tu vois, et autant c'est le rap, parce que tu vois, tu vas t'engouffrer dedans, tu vas prendre part à une culture, tu vas kiffer tout ce qu'il y a autour de ça, comme ça aurait pu être autre chose, tu vois. Mais le fait d'avoir une passion, c'est ça le plus important, en fait. C'est vraiment dédier sa vie à quelque chose, ça qui te sauve. Évidemment. On a un autre message pour toi, décidément. Cette messagerie est pleine. Un autre petit message pour toi. Yep, jeune génie. Bonne année 2025. Et j'avais une question à te poser. Je me suis dit, si tu devais faire une collaboration avec un artiste francophone hors rap, quel serait-il ? Big Samir, si j'avais su, c'était pas dans mon bingo 2025 ça. Donc c'est Samir Hamad qui te laisse un message quand même. Gros bisous à Samir. Que des stars ici, franchement. Que des stars, c'est grave. Non mais c'est les stars de ma jeunesse. Ça. Bah ouais, en plus t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Je te laisse un petit message pour te demander. C'est une bonne question. S'il y avait un artiste francophone, pas forcément. Hors rap, il a dit uniquement. Hors rap, ouais. Hors rap, avec qui je ferais un morceau. Très bonne question. Je pense à elle parce qu'elle est d'actualité en ce moment, mais Okelou, moi je ferais bien un morceau avec elle aussi.
Je suis sûr que ça marcherait très Je bien. pense que ça marcherait bien, ouais. Je pense qu'on peut se rejoindre sur certains trucs. Après, récemment, moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'album de Jacques, là, qui est sorti je sais pas si t'as écouté ça. Ouais. Qui est sorti il y a 2 ans, Ouais. 1 an et demi, qui s'appelle L'importance du vide, que j'ai trouvé très cool. Peut-être il y a un morceau à faire avec Jacques, on sait pas. Laisse-moi réfléchir. Ouais, les invitations sont lancées de toute façon. C'est les quelques noms que j'ai en tête là. Ça pourrait être cool. Cool. Si vous passez par là, les gars. Bonne question de Samir Ahmad qu'on embrasse bien sûr. On le remercie Gros bisous Samir, merci. Participer à ça. Ça me fait plaisir. On arrive bientôt. Et bonne année à lui aussi d'ailleurs. Oui, bonne année. Répondu. Mais peut-être que cet épisode sera diffusé dans très longtemps, tu vois, donc on ne sait pas. Peut-être. Non, mais c'est toujours. On peut dire bonne année jusqu'en mars, je crois. C'est vrai. C'est la nouvelle loi. On a décidé ici. Cool. On arrive bientôt à la fin de cette discussion et je voulais que tu m'expliques une de tes lyrics sur le dernier projet. Ouais. Tu dis Ouh, Records, on essaie juste de faire tourner la terre. Ça veut dire quoi? C'est une manière de dire qu'on fait ce qu'on peut, quoi. Okay. Qu'en fait on essaie de faire tourner la terre, mais en fait la terre elle tourne déjà. Nous on est des artistes, on fait ce qu'on peut pour servir à rien en fait. Genre, en fait on a beau faire tout ce qu'on veut, en fait la terre elle tourne déjà, elle a pas besoin de nous, tu vois. Mais c'est une manière de dire qu'on sert à rien, quoi. Donc comment je peux tourner ça mieux? Je réfléchis. Tu sais, c'est pas forcément, je recherche pas un truc super deep, hein, mais justement moi tu peux l'interpréter de plein de manières différentes, cette phrase-là, tu vois. Moi, j'avais besoin de dire, en fait, que à la fois, ce que je fais, en fait, dans mon monde, je fais tourner la Terre, tu vois. Ouais, moi, je l'ai capté comme ça, de ouf. Mais en même temps, la Terre, elle tourne toute seule. Voilà, en gros, c'était un peu ça que je voulais dire. J'ai tout capté. Très bien. Moi, voilà. ça me va comme réponse. Ça te va? J'ai une dernière question et je te l'ai demandé avant l'émission. Ouais. Quel était ton morceau préféré de ta discographie? On va l'écouter et tu nous expliques après. Mon rap c'est pour les bons, les mauvais, mon rap c'est le pont. Mon rap est tout le temps con, bitch, mon rap il tourne en rond. Je rappe pour les chauves, les roux, je rappe même pour les blonds. Je rappe pour les diamants, pour l'or et je rappe pour le plomb. On bat les couilles, je rappe pour tout, je rappe pour toi et pour moi. Je rappe dans la pièce principale, avant je rappais dans le couloir. Je rappe bien dans le studio bien rangé, mais je rappe mieux dans le foutoir. Je rappe le sucre et le sexe, bébé je rappe le boudoir. Je rappe la paix comme Booba, je rappe la guerre comme Ali. Je rappe l'amour très pudique, je rappe je t'aime mon ami. Je rappe le 19e cousin, Lilo Riquet, le banni. Je rappe la vie de Pablo, les cicatrices de famille. Je rappe la fleur de peau, elle pleure des bouquets de larmes. C'est le morceau Comme la roue qui est présent du coup à l'intro, c'est le premier morceau de ton dernier projet. Ouais. Pourquoi ce morceau? Parce que pour moi en fait c'est un morceau qui pourrait suffire à lui-même en fait. Pour moi en fait j'estime que c'est un morceau que je devais faire en fait. C'est un morceau que je devais faire parce que déjà c'est une manière de représenter un peu tout ce que j'ai jamais représenté peut-être depuis que j'ai commencé la musique. C'est une manière, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est le portrait le plus fidèle à moi-même que j'ai fait, ce morceau. Je pense que si t'écoutes ce morceau, tu me retraces plus facilement. Ouais. Et voilà, en fait je suis vraiment dans une posture, quand je fais ce morceau, une posture un peu, je pensais que ça serait pris bizarrement, mais il y a un côté un peu divin, moi j'ai l'impression, un truc un peu prophétique, tu vois, ou je sais pas, je trouve que c'est exactement ce dont on parlait dans Anora, par rapport à Anora tout à l'heure, j'ai réussi à tout mettre et à mettre plusieurs choses. Exactement, je trouve que c'est mon morceau le plus réussi, le plus riche, le plus complexe, et que je suis très fier de la production du morceau, et que ça mélange des références que je rêvais d'intégrer à ma musique et que j'arrivais pas à faire jusque-là. Et je suis très fier du texte, je trouve vraiment... Ouais, c'est un texte aussi dans lequel tu prends la place... Enfin, tu parles en tant que rappeur, tu vois, et tu t'adresses à ton public. Il y a aussi un autre morceau qui s'appelle Mon public dans la tape, mais du coup, j'ai l'impression que t'assumes plus une position, tu vois. C'est moi, Jeanne, et je m'adresse à vous. Globalement, ça, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire sur Tout Barefoot, le projet. Il y a un côté rebraquer la caméra sur moi. Moi, j'ai tendance, pour parler de moi, j'ai eu tendance à parler vachement d'autres gens, en fait. Après, bien sûr que ça parlait de moi, tu vois, indirectement. Mais ce projet, moi, je l'ai souhaité, en fait, un peu plus premier degré, un peu plus égocentré, peut-être. Et comme la roue, c'est vraiment... je suis en mode je rappe pendant 4 minutes, tu vois, 3 minutes 30.
C'est une bonne porte d'entrée pour les gens qui te connaissent pas, exact. Tu penses aussi Ça, je sais pas, j'ai pas réfléchi putain, comme ça. C'est pas la même question, merde. Mais c'est... J'ai pas réfléchi comme ça, non, je pense pas. Je pense ça. Pour le coup, c'est un morceau un peu compliqué, moi, je trouve. C'est quand même un morceau relativement long, relativement fleuve. Après, long pour nos formats modernes de musique, tu vois. En soi, bon, ça fait même pas 4 minutes. Mais c'est un morceau qui te résume bien, en tout cas. Ouais, je trouve. En tout cas, moi, c'est ma meilleure... je pense que c'est mon meilleur texte. En tout cas, c'est le texte dont je suis le plus fier. Trop bien. Largement. Trop bien. Bah, contente de l'avoir passé. Et de toute façon, tout le projet est disponible et vous pouvez aller l'écouter. Écoutez-le absolument même. Ouais. Merci Jeanne. Merci On est Sandra. arrivé à la fin. Tu seras en concert à la Maroquinerie le 5 avril, on peut l'annoncer. Exactement. C'est déjà annoncé. Venez à ma Maroquinerie. Venez, mais moi je pense que ça va se remplir très très vite. Tu crois ? Arrêtez de stresser J'espère. les artistes, arrêtez de douter. Tu portes l'œil un peu. Mais... Non, pas du tout, pas du tout. J'étais à la Boule Noire, en tout cas, je serai évidemment à la Maroquinerie. Je serai là jusqu'au Bercy, si tout se passe comme prévu. Ouais. Et quant à moi, j'ai confectionné une playlist qui regroupe les essentiels de Gênes et tous les morceaux dont on a parlé dans cette émission, que vous pouvez retrouver dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute. Et c'est ce que je ferai pour chaque épisode. C'était Processus, le nouveau podcast musique de Combini, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Merci de soutenir cette émission, abonnez-vous, faites vos retours en commentaire et dites-nous qui on doit absolument inviter. Je vous écouterai peut-être pas, mais ça nous aidera pour le référencement. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye! Et ne partez pas tout de suite. Cet épisode de Processus est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous livre un nouvel épisode dans 2 semaines. Parce que Processus, c'est tous les 15 jours, un mardi sur 2. Abonnez-vous et mettez des cœurs en commentaire. Bye. Merci Jeanne. Merci. C'est trop bien.